Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies de demain, des énergies renouvelables. Vous savez, celles qui nous permettront, avec un peu de vent et de soleil, de produire suffisamment de puissance pour alimenter notre longue liste d'appareils connectés et autres véhicules électriques. Ah, si seulement c'était aussi simple. Parce que dans la réalité, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Vous le voyez et l'entendez tous les jours. Ici, une nouvelle polémique autour des éoliennes. Là, une bataille contre l'implantation d'un champ de panneaux solaires. Qui a raison, qui a tort, peu importe. Parce que dans l'absolu, tout le monde est pour les énergies renouvelables. Oui, mais pas chez moi. Et je l'entends, croyez-moi, je l'entends. Mais le problème, c'est que si ces énergies ne sont pas opérationnelles très vite, très vite, ce qui va nous arriver ne sera pas une simple nuisance sonore ou visuelle. Alors c'est vrai que beaucoup émettent des doutes sur l'efficacité réelle des éoliennes, reprochent aux photovoltaïques d'utiliser des matériaux polluants au barrage de perturber les milieux naturels. Et peut-être qu'ils n'ont pas complètement tort sur certains points, mais quelles que soient les oppositions, il y a une réalité que nous impose Dame Nature, la quantité des énergies fossiles. Elle n'est pas sans limite et étant donné que ce sont des quantités limitées, elles ne peuvent que voir leur prix augmenter. Alors que les énergies renouvelables ne peuvent que voir leur prix baisser puisque ce sont des sources illimitées. Alors vous allez me dire, mais si c'est aussi évident, si le constat fait consensus, pourquoi les énergies renouvelables représentent seulement 19% de la consommation d'énergie en France? Pourquoi on ne trouve pas des mini-éoliennes partout sur les immeubles? Et allons encore plus loin, à quand un kit individuel facile d'utilisation pour recharger son téléphone, son ordi ou je ne sais, que sais-je encore? Oui, pourquoi? Alors moi je n'ai pas la réponse, en revanche mon invité, lui... Jean-Louis Bal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat des énergies renouvelables, mais également membre du Conseil supérieur de l'énergie et de la commission des aides de l'ADEME. Alors, avant de démarrer, en préparant l'émission, il y a une chose qui m'a surpris. Comment se fait-il que les énergies renouvelables aient besoin d'un syndicat? Pour les défendre contre qui? Qui peut être contre les énergies renouvelables? Je pense que toutes les filières industrielles ont besoin d'être défendues par une association professionnelle. Quand on a créé le syndicat en 1993, ouais. Ah. Donc, il y avait 7 PME qui ont présidé donc à la création de ce syndicat. Les énergies renouvelables, en France, c'était l'épaisseur du trait. Ouais. Et donc, quand on commence à se développer, forcément, on prend des parts de marché à d'autres. Il y a des oppositions. Et puis, il y a une politique de développement à mettre en place avec le gouvernement, avec les pouvoirs publics, l'administration. Et pour mettre en place cette politique à la fois législative et réglementaire, l'État a besoin d'avoir des conseils, des propositions de la part des professionnels. Et pour cela, il faut avoir une organisation professionnelle qui puisse formuler l'ensemble des propositions. Alors, c'est assez complexe parce que les énergies renouvelables, il y a beaucoup de filières. Dans notre syndicat, on en a fait 11, mais pour résumer, donc, on a l'hydroélectricité, toutes les formes de biomasse, il y en a beaucoup. Alors la biomasse, on rappelle ce que c'est? La biomasse, c'est l'énergie de la nature, des végétaux et des déchets animaux. Pour faire simple, c'est brûler du bois. C'est brûler du bois, mais c'est aussi faire des biocarburants, c'est faire du gaz renouvelable. Tout ça, c'est la biomasse. Donc j'ai dit électricité, biomasse. Il y a toutes les formes d'éolien. Bien sûr. Éolien sur terre, éolien en mer, posé, flottant. Et puis il y a toutes les formes de solaire, photovoltaïque ou thermique. Et puis finalement, il y a la géothermie. Donc c'est assez complexe de formuler des propositions sur l'ensemble de ces filières. Mais c'est ce que nous avons fait depuis la création du syndicat, donc depuis maintenant 28 ans. Mais vous travaillez, j'imagine, en étroite collaboration avec le ministère de l'écologie, la ministre de l'écologie? Oui, absolument. Donc le ministère, qui a beaucoup changé de nom depuis que le syndicat existe. Je ne sais plus comment l'appeler, oui. Mais aujourd'hui, c'est le ministère de la Transition écologique. C'est ça. Et donc c'est notre interlocuteur principal. Mais on a également donc des collaborations avec l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, avec les différents parlementaires qui préparent les différentes lois qui vont régir donc notre développement, et puis toute une série d'autres institutions comme la Commission de régulation de l'énergie.
voilà, on a beaucoup d'interlocuteurs. Oui, mais vous avez beaucoup d'interlocuteurs, mais je le disais en préambule, comment se fait-il que face à l'urgence climatique, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que, pour être précis, 19,1%, c'est peu quand même. Ça veut dire que 80% de notre puissance en France, en l'occurrence, ce ne sont que des énergies carbone. Alors 19%, c'est un pourcentage de l'ensemble de nos consommations d'énergie. Ça contient également la consommation d'énergie dans les transports, dans le chauffage des bâtiments, etc. Ce n'est pas uniquement l'électricité. Mais c'est relativement peu, mais il faut se rappeler d'où on vient. On était, avant 2010, à moins de 10%, donc on a quand même fait, sur la dernière décennie, une progression de 9%. C'est inférieur à l'objectif qui était déterminé dans la loi issu du Grenelle de l'environnement, qui était ensuite confirmé par d'autres lois. 23%, c'était ça. L'objectif, c'était 23%. On est arrivé à 19%. On a un nouvel objectif à 2030 qui est de 33% de part des renouvelables dans la consommation d'énergie. Et donc, on doit accélérer donc, dans la décennie à venir. Alors, je me permets de revenir sur ça, parce que l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, estime que le renouvelable représentera plus de 35% en 2040. Mais c'est à peine plus dans l'évolution que les 10 dernières années passées, alors qu'on peut imaginer que ça va s'accélérer et qu'il va se passer plus de choses. Mais ça va s'accélérer, et donc on le voit, nous on le constate sur ces 2 dernières années. Donc il y a une réelle accélération et qui doit passer par un réel engagement de la part de l'État, une volonté politique bien affirmée du gouvernement, ce qui n'est pas toujours le cas. On a parfois des affirmations un peu contradictoires entre les différents ministres, ce qui ne conduit pas les agents de l'État à avoir, je dirais, une instruction uniformisée des différents projets qui leur sont soumis. Mais donc cette volonté politique, c'est ça qu'on attend de la part de l'État, de la part du futur président de la République et du gouvernement qu'il va mettre en place après les élections. En tout cas, celui actuel de président a présenté son plan France 2030. Alors, et dans ce plan France 2030, je cite Emmanuel Macron, il demande à ce que la capacité du photovoltaïque quadruple au cours des 7 prochaines années, celle de l'éolien terrestre double, l'éolien offshore passe de 0 à 10 gigawatts, soit l'équivalent en puissance de 6 réacteurs nucléaires de 3e génération, les fameux EPR. Alors d'abord, qu'avez-vous pensé tout de suite quand vous avez entendu ces annonces? Vous avez dit, mais comment on va faire? Super, ou non, c'est pas possible? Je trouve très bien que le président de la République répète ses objectifs, mais je dis bien répète, parce que ce sont des objectifs qui sont déjà dans la loi et qui ont été déclinés dans un document stratégique qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc tous ces chiffres d'objectifs sur le photovoltaïque, sur l'éolien terrestre, sur l'éolien maritime, ils sont déjà actés par le gouvernement. Mais qu'on ait une expression par le président de la République, je trouve ça extrêmement positif, et ça pourrait avoir une influence sur la façon dont les différentes administrations nationales ou déconcentrées vont instruire les différents projets qui leur sont soumis. Et puis il a parlé chiffres aussi, il a une enveloppe d'1 milliard avec le nucléaire, on en parlera tout à l'heure, mais 500 millions pour les énergies renouvelables. Est-ce que c'est suffisant? Alors 500 millions, il faut bien se dire que c'est sur 10 ans, hein, c'est jusqu'en 2030. Donc ça fait 50 millions par an. Ça fait 50 millions par an, et c'est pour de l'innovation. Donc je pense qu'on a encore... C'est un peu plus que de la recherche, c'est plutôt de la recherche industrielle. On doit être proche du marché. Et on a encore un certain nombre de technologies qui ont besoin d'innovation, comme tout ce qui est énergie marine renouvelable, donc hydrolien, éolien flottant. Peut-être également des filières émergentes comme le gaz renouvelable, qui a aussi encore besoin de recherche et développement. Je me permets de vous couper parce qu'il y en a encore une autre, et on va laisser le président l'annoncer et vous allez me dire ce que vous en pensez. On écoute ce qu'il disait. Devenir le leader de l'hydrogène vert en 2030. Là, je le dis en l'assumant totalement, je pense que ça fait partie vraiment d'un des secteurs où nous pouvons être leaders.
C'est vraiment une filière dans l'énergie où nous pouvons encore le faire, parce que nous avons des atouts. Alors d'abord, qu'est-ce que l'hydrogène vert? Alors l'hydrogène, actuellement, donc, il est produit à partir de combustibles fossiles, donc avec beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, et il est utilisé dans l'industrie. L'hydrogène vert, il va être produit par électrolyse, en dissociant donc, dans la molécule d'eau l'hydrogène et l'oxygène, H2O, avec de l'électricité. Alors cette électricité, elle peut venir du nucléaire ou d'énergie renouvelable. Si c'est du nucléaire, on va parler d'hydrogène décarboné. Si c'est à partir d'énergie renouvelable, on va parler à ce moment-là d'hydrogène vert. Et il faut beaucoup de puissance pour pouvoir créer de l'hydrogène vert, parce que en fait la question c'est, alors je vais être un peu caricatural, mais pour faire, disons, 1 litre d'hydrogène vert, il faut combien de biomasse, combien de géothermie? Est-ce que le rapport est équilibré ou on est encore, il faut trop brûler, trop consommer pour faire un peu d'hydrogène vert? Alors, on ne va pas utiliser de la biomasse ou de la géothermie, donc ça va être à partir d'énergies renouvelables électriques, comme l'hydroélectricité, l'éolien ou le photovoltaïque, et on va produire cet hydrogène avec un rendement qui est aujourd'hui pas très élevé, de l'ordre de 50%, et un des enjeux du futur, c'est d'améliorer donc justement ce rendement. Alors cet hydrogène, à quoi va-t-il servir? Il y a d'abord à remplacer l'hydrogène qui est déjà utilisé aujourd'hui dans l'industrie et très émetteur de gaz à effet de serre, mais il peut aussi servir à stocker l'énergie électrique lorsqu'elle est excédentaire, lorsqu'il y a trop de vent, il y a trop de soleil, et pour ensuite pouvoir la restituer à des moments où les besoins sont là. Ça peut aussi servir à alimenter des transports lourds, comme des camions ou des avions, qu'on ne pourrait pas alimenter autrement que par l'hydrogène si on veut éviter des émissions de gaz à effet de serre. Là, on parle potentiellement, ce dont vous êtes en train de parler, c'est possible dans combien d'années? Parce que le président dit on peut être numéro 1, on a les atouts pour le faire. Vous êtes d'accord avec lui? Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire dès aujourd'hui, parce que les technologies existent, les électrolyseurs, ça existe. Maintenant, si on veut le faire de façon massive, c'est plutôt à l'échelle de la décennie 2030, comme l'a annoncé le président. Alors, on verra bien en 2030 si on aura réussi à rendre cet hydrogène vert compétitif. Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, déclarait il n'y a pas très longtemps que le principal problème en France, plus globalement en Europe, pour les énergies renouvelables, c'est la rareté de l'espace. Pour planter un piquet, pour mettre une éolienne, quand même, il ne faut pas non plus un terrain de foot, si? Alors, c'est vrai que un des problèmes qu'on rencontre donc, dans le développement du photovoltaïque ou de l'éolien, c'est la disponibilité du foncier. Mais c'est un problème qui est plus aigu sur le photovoltaïque que sur l'éolien. Parce que là, la surface occupée peut être beaucoup plus grande, mais il faut bien se dire qu'on peut développer, on a beaucoup d'espace disponible, en France notamment, et qu'on peut développer des champs photovoltaïques sans altérer la qualité agronomique des sols, leur qualité biologique, donc, et sans artificialiser, parce qu'en dessous d'un panneau photovoltaïque, vous pouvez laisser passer l'eau et il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est un jugement qui est basé justement sur le fait que les services instructeurs de l'État instruisent les projets sur des critères qui ne sont pas toujours pertinents du point de vue du développement des énergies renouvelables. Et donc, c'est un problème réel, mais c'est un problème qu'on peut surmonter si les services instructeurs acceptent d'autres points de vue qu'on ne fait pas d'artificialisation, on ne consacre pas du tout de terrain agricole ou forestier à du photovoltaïque. Alors, là, on arrive à quelques mois des présidentielles et sur la longue liste des candidats potentiels, enfin des candidats déclarés plutôt, il y en a très très peu qui sont pour le tout renouvelable. Il y a Éric Jadot, par la force des choses, et en tant qu'écologiste.
Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo, et après, tout le reste ne sont que nucléaire. Pourquoi tous les candidats à la présidentielle sont tous pour le nucléaire? J'entends le nucléaire civil, et ne cherchent même pas à comprendre et discuter. Et allez, on y va, on a l'impression que c'est un peu la solution à tout. Comme ça, on évite de parler de chiffres, c'est ça aussi? Je pense qu'il y a un débat qui est plutôt irrationnel sur la question de la politique énergétique. D'abord, on ramène la politique énergétique à la politique électrique. Oui. Hein, l'électricité, il faut bien dissocier de l'électricité et l'énergie. Oui. L'électricité, c'est 25% de notre consommation d'énergie. Donc, avec l'électricité, on n'adresse que un quart du problème. Et ensuite, au sein de l'électricité, on essaye d'opposer nucléaire et renouvelable. Et là, nous, au syndicat, on estime que c'est un débat qui n'est pas du tout rationnel. On va avoir, si on veut décarboner notre économie, un développement du système électrique, parce qu'on va électrifier les transports avec le véhicule électrique. On va augmenter l'utilisation de l'électricité dans les bâtiments pour les chauffer, pour les réfrigérer. On va augmenter l'électricité également dans le secteur de l'industrie pour décarboner l'industrie. Et ça va entraîner une augmentation de la consommation d'électricité. Et cette augmentation d'électricité, à l'horizon 2030, 2035, 2050, on ne pourra la satisfaire qu'en augmentant la partie des énergies renouvelables. Et donc, opposer le nucléaire et les renouvelables, c'est un débat qui nous semble tout à fait inconsistant. Et c'est un peu à cela que procèdent un certain nombre de candidats de la droite à l'extrême droite. Nous, on plaide pour une rationalisation de ce débat, qu'on parle sur des faits scientifiques établis et non pas sur des contre-vérités répandues sur les réseaux sociaux. Comment vous réagissez quand, parce que là on parle franco-français, 70 millions de personnes, et que vous voyez qu'en parallèle, alors j'ai noté les pays, en Chine, au Vietnam, en Inde, en Indonésie et au Japon, il y a plus de 600 nouvelles centrales à charbon en projet. Les petites victoires que vous avez à réussir, ou les grandes victoires, à convaincre les uns et les autres face à ce type de projet, vous vous dites quoi? Je le déplore. Hein. C'est vrai que chaque fois qu'on ouvre une centrale à charbon et surtout qu'on s'en sert, ça augmente donc les émissions de gaz à effet de serre, ça détériore le climat et les perspectives ne sont pas très réjouissantes. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit abandonner notre combat en France et en Europe. Hein. L'Europe, c'est à peu près 11% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Mais si on veut que l'Union européenne soit le leader, le conducteur de la transition écologique dans le monde, il faut qu'elle soit exemplaire. Quand on me dit la France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre, donc ça ne sert à rien de se battre là-dessus, ce n'est pas vrai. Si on veut convaincre les autres pays de la planète, les pays d'Afrique notamment, de développer des énergies décarbonées, il faut qu'on soit nous-mêmes exemplaires. Et c'est d'autant plus facile qu'aujourd'hui, ces énergies renouvelables sont parmi les plus compétitives de la planète, au sein des énergies décarbonées comme au sein de toutes les énergies. Hein. Je ne vous fais pas un dessin sur le prix du gaz, surtout en ce moment, et de du pétrole et du charbon. Ouais. Alors, vous parliez justement de l'Afrique, c'est très bien, merci, hein, parce qu'on enchaîne correctement. L'Afrique, c'est 2%. Pourquoi aussi peu en Afrique? Alors, avant que vous me répondiez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir au Burkina Faso un jeune entrepreneur qui a décidé de faire ce qu'il fallait pour former, inciter et convaincre l'utilisation des panneaux solaires. On regarde et on en reparlera.
La plaque solaire, c'est l'énergie future au pays des hommes intègres. Face au déficit énergétique que connaît le pays, Gaston Soulama, l'un des pionniers de l'énergie solaire et des énergies renouvelables au Burkina Faso, initie des jeunes de sa communauté à des comportements éco-énergétiques. Avec son entreprise Africa Solar, il veut créer une main-d'œuvre qualifiée dans l'énergie solaire et aussi de créer de l'emploi afin d'éviter le tâtonnement à travers l'apprentissage. Nous sommes un groupe de jeunes dynamiques, consciencieux et donc qui avons une vision assez positive et qui voulons protéger l'environnement. Quand on parle d'énergie solaire, énergie renouvelable, comprenez que c'est l'environnement aussi qui est menacé. Et donc nous pensons qu'en consommant l'énergie solaire, en utilisant les énergies renouvelables, nous participons à la protection de l'environnement et nous participons au développement de nos populations. Nous faisons partie des pionniers de l'énergie solaire et des énergies renouvelables au Burkina Faso. Depuis 2014, avec cette expertise, Gaston a déjà formé plus de 1000 personnes, notamment 75 femmes. Permettre à la population d'éviter le gaspillage d'énergie dans les ménages ou dans les domiciles, toutes choses qui galvanisent les participants. Ce qui m'a motivé à participer à cette formation, j'ai remarqué que l'énergie solaire existe au Burkina Faso et il y a d'autres. Dans leur domicile, il n'y a pas d'électricité. Donc je suis venue pour faire la formation, pour mieux apprendre à aider ces personnes, à leur dire que l'énergie solaire existe au Burkina Faso. Il y a eu des séances de pratique qui nous ont permis de comprendre en quoi est-ce que l'énergie solaire nous sommes utiles. Donc, nous sommes vraiment contents. On apprend ces jeunes comment faire le dimensionnement d'un système solaire, comment câbler de l'énergie solaire et les panneaux solaires, comment connaître les meilleurs panneaux. Voilà, comment faire le choix du matériel, du bon matériel au marché solaire. J'invite les autorités du Burkina Faso et même d'ailleurs de tous les pays africains et tous ceux qui suivent que l'énergie solaire est un domaine très important en même temps que les énergies renouvelables. J'invite les autorités à accompagner les jeunes à pouvoir se former. Accompagner quelqu'un, ce n'est pas forcément donner de l'argent, mais c'est le motiver, c'est créer un cadre d'apprentissage assez favorable pour que les jeunes puissent apprendre la technologie. Si du côté des autorités, les mesures sont prises pour vulgariser cette source d'énergie, Gaston Soulama les invite à mieux faire. Je vous voyais acquiescer à ce que disait M. Soulama. C'est ça, la solution, c'est former ainsi... C'est de former aussi bien au niveau des professions, mais aussi au niveau de l'administration, de l'État. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Maintenant, la question de la politique énergétique en Afrique, elle est extraordinairement plus complexe que chez nous. C'était une très bonne illustration. On a à peu près 1,3 milliard d'habitants en Afrique. Il y en a 550 millions qui n'ont pas accès à l'électricité parce qu'ils sont la plupart du temps trop loin des réseaux. Et donc, permettre à ces populations, grâce à des énergies renouvelables, d'accéder aux services de l'électricité, c'est vraiment essentiel. Mais pour cela, on a besoin d'avoir un cadre réglementaire qui puisse rassurer les investisseurs, qui puisse rassurer les institutions financières. Jean-Louis Borloo, il y a quelques années, alors j'ai noté, c'était Énergie pour l'Afrique. En plus, ça paraît évident, enfin, ça paraît d'une évidence. Panneaux solaires, Afrique, c'est presque trop simple. Il en est où justement avec ce projet? Parce qu'il tenait le même discours que vous. Hein. C'était, voilà, l'Afrique a besoin d'électricité, quelques panneaux solaires et ça suffit. On en est où? Je pense que M. Borloo a fait beaucoup de communication, mais que derrière, il n'y a pas eu grand-chose comme initiative de la part des États. Et c'est bien ça qui est illustré donc, dans le petit film qu'on vient de voir. On a besoin vraiment d'avoir les différents États qui dressent un cadre administratif, fiscal, etc., qui soit compatible avec des investissements du secteur privé. C'est bien ce qu'on a vu ici. Et ça concerne l'accès à l'énergie en dehors des réseaux, mais ça concerne aussi le développement des réseaux électriques. L'Afrique, elle émet
un peu moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. 1,3 million de personnes. 1,3 million de personnes, donc 17% de la population. Ouais. Et donc, on peut difficilement dire aux Africains, réduisez vos émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est, face à la croissance du PIB, à la croissance démographique, je vais avoir besoin de beaucoup plus d'énergie, notamment d'énergie électrique. Et donc, il faut faire en sorte que cette croissance de la production d'énergie se fasse sans émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, on a besoin d'infrastructures, donc des réseaux électriques qui soient beaucoup plus interconnectés donc, dans toute l'Afrique. Vous savez que l'Afrique, ça représente à peu près, je vais vous donner un chiffre, 230 gigawatts de puissance installée. Alors, un point de comparaison, la France, c'est à peu près la moitié, mais avec une population 20 fois moindre. Donc on voit bien que le système électrique africain, il est sous-dimensionné et qu'on doit pouvoir donc d'abord développer les interconnexions entre les États et ensuite investir massivement sur des productions à partir d'énergie éolienne, d'énergie solaire, de géothermie et puis d'hydroélectricité où là l'Afrique a un gisement exploitable qui est très important. Quels sont les pays les plus avancés sur l'énergie renouvelable en Afrique? J'ai vu l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte. Il y a le Maroc, l'Égypte, donc c'est l'Afrique du Sud. Il y a également l'Éthiopie. Il y a le Kenya qui a développé, c'est assez original, de la production à partir de géothermie. Ils ont pratiquement tous une base de production d'électricité à partir d'hydroélectricité. Mais maintenant, il faut élargir tout ça pour permettre cette croissance économique. Et ça demande vraiment d'abord une formation, aussi bien au niveau des professionnels, mais également au niveau des politiques, de l'administration. Ça demande aussi de la part des grandes organisations de financement qu'ils dérisquent les investissements, qu'ils assurent aux entreprises privées qui vont investir qu'ils pourront faire rémunérer l'investissement qu'ils vont réaliser, qui demande souvent 20 ou 30 ans de durée de vie. Jean-Louis Bal, on arrive au terme de l'émission. Une dernière question. Est-ce qu'il est possible d'envisager un jour une énergie 100% propre ? Alors, 100% énergie renouvelable, vous voulez dire. Les ressources en énergie renouvelable, solaire, éolien, géothermie, hydroélectricité, etc., ça représente à peu près 10 000 fois la consommation d'énergie dans le monde. Donc c'est techniquement possible. Maintenant, à quel horizon, dans quelles conditions économiques, c'est difficile de répondre aujourd'hui. Donc il faut avancer pas à pas, développer les énergies renouvelables. Et on verra bien en 2050 si on peut aller plus loin. Je pense qu'on pourra aller plus loin. Jean-Louis Bal, merci beaucoup. Merci à vous. TLS+, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS+. Et continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À la semaine prochaine, au revoir.